Et on va tout de suite enchaîner avec notre seconde table ronde, donc sur l'évolution de la représentation de la diversité dans les médias. On va parler du coup de la diversité dans les médias, mais de façon peut-être plus générale, avec nos deux invités que j'accueille tout de suite. Bérénice Ravache, directrice de FIP et présidente du comité de diversité et citoyenneté à Radio France. Safia Kessas, responsable diversité et égalité à la RTBF. Bonsoir, bonsoir. Vous avez vu quand même que pour parler de diversité, sur les deux tables rondes, on n'a que des femmes. Voilà, c'est quand même... Alors, je vois pas très bien le public, mais effectivement... Non, je vois des hommes quand même au fond de la salle. Non, c'est varié également dans la salle. Alors, comme je disais tout à l'heure, et on vient d'en parler, la diversité, c'est un débat et c'est un sujet difficile même au sein des médias. En 2009, la commission Médias et Diversité a bien tenté une étude sur la question, avec un taux de participation de 35% des entreprises de presse qui ont été interrogées. Donc avec 35% de participation, difficile de se faire une idée. Une chaîne de télé nationale et 2 dirigeants de presse quotidienne régionale se sont dit scandalisés même par une telle démarche. La première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi la question de la diversité dérange-t-elle tant au sein des médias? Alors peut-être pour commencer, Bérénice. Alors, vous parlez d'une étude qui date de 2009. Oui. Et vous pensez que c'est toujours pas d'actualité? Non, je pense que la question dérange moins aujourd'hui. Je pense que les médias s'en sont saisis. Si je prends l'exemple de Radio France, on avait signé la charte diversité en 2004, mais la politique diversité de Radio France s'est vraiment consolidée, structurée au début des années 2010, où il y a eu une véritable prise de conscience qu'une entreprise moderne, un média moderne, c'était un média qui reflétait la diversité de la société dans laquelle on vit. Alors, est-ce que Safia, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez que la question dérange moins qu'en 2009? La question dérange moins en 2009. Oui, il me semble que voilà, on en parle de plus en plus et que c'est pris en charge par beaucoup de médias. Je pense que ça continue aussi à déranger parce que c'est une remise en question de ses propres pratiques. Alors attendez, excusez-moi, il y a le micro qui a arrêté de fonctionner. Peut-être que... Alors, hop là, on va choisir un autre micro tout simplement. On est en fin de journée, les piles, voilà. Ben non, c'est juste au moment où je disais que ça continue à déranger parce que c'est une remise en question aussi de ses propres pratiques et parce qu'on voit ça comme une forme d'obligation encore. Ça peut arriver. Alors, j'aimerais d'ailleurs qu'on contextualise un petit peu notre débat avec une vidéo que vous nous avez proposée, Bérénice Ravache, avec quelques chiffres quand même assez intéressants qu'on va commenter juste après. Radio France, c'est le premier groupe radiophonique français, la première entreprise culturelle en France, avec ses 7 chaînes nationales et ses 44 stations locales, ses 2 orchestres, ses 2 formations chorales, et ses près de 15 millions d'auditeurs chaque jour. Alors en fait, ce n'est pas grave. En fait, pour tout vous dire, en fait, la vidéo à laquelle je pensais, excusez-moi, c'était une vidéo qui montrait un baromètre CSA 2018. Mais c'est une vidéo peut-être qu'un autre intervenant m'avait donnée. Je m'en mêle les pinceaux, mais je vais quand même vous donner quelques chiffres qui sont assez intéressants, notamment sur le fait que moins de 2 experts invités sur 10 sont des femmes aujourd'hui. Donc certes, les choses évoluent. Mais prenons par exemple l'exemple des invités qu'on voit aujourd'hui sur les plateaux. Est-ce qu'on peut parler de diversité pour autant parmi les invités? Parmi les invités qui nous sont proposés, y a-t-il vraiment de la diversité? C'est aussi un sujet, pas seulement chez les journalistes, mais côté invité, pardon. Alors non, effectivement, le premier sujet dont les médias se sont emparés, je pense de façon générale, c'est le sujet des expertes. Oui. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est constitué moitié-moitié d'hommes et de femmes, et on se rendait compte que sur nos plateaux de télévision ou de radio, les experts étaient souvent des hommes. Que les femmes témoignaient dans les médias juste en tant que victimes. Et d'ailleurs, ce baromètre montre que l'expert, on va dire en moyenne, c'est un homme blanc de 50 ans. Voilà. C'est vraiment une des premières questions dont on s'est emparé. Pour être efficace, il faut d'abord mesurer, parce qu'on voit que ce qu'on mesure. Donc à Radio France, on a fait la mesure comme tous les médias l'ont fait. Effectivement, on était entre 15 et 20%, même il y a 10 ans, de femmes invitées dans nos émissions. Donc on s'est mis en ordre de marche, on s'est fixé des objectifs. Aujourd'hui, on fait progresser le nombre de femmes présentes sur nos antennes et le nombre d'expertes invitées dans nos émissions de 5% par an pour atteindre la parité.
Donc vous parliez d'un chiffre de 2 femmes sur 10 invités. Oui. Aujourd'hui, à Radio France, on est à 35%. Donc on n'est pas encore à la parité, mais on progresse. L'année dernière, entre 2016 et 2017, le nombre d'expertes invités sur nos émissions a progressé de 28%. Très bien. Et également, Safia, même question. Est-ce que, au niveau des invités, par exemple, la RTBF, comment vous choisissez vos invités? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour essayer d'avoir plus de diversité parmi vos invités? On essaie effectivement de travailler sur la question des expertes et c'est vrai que je voulais aussi réagir par rapport au panel précédent où j'entendais une des intervenantes qui disait que les médias devaient être plus proches des gens en montrant des vrais gens. Et pas seulement les leaders, mais en fait le problème c'est que dans les leaders il y a des femmes, il y a des personnes issues de la diversité et c'est là aussi qu'il faut les montrer. Et donc effectivement on choisit de façon assez spontanée, pensant que on prend une décision voilà, rationnelle et basée sur la compétence. On va choisir quelqu'un qui nous ressemble, donc un expert plutôt masculin si on est un homme. Et donc nous aussi on travaille sur ces questions à la RTBF. On essaie de favoriser la parole des femmes expertes et des experts aussi issus de la diversité. On s'est associé à une base de données qui s'appelle Expertalia en Belgique. Et voilà, et qui permet aux journalistes de choisir d'autres profils et d'entendre aussi une autre parole. Et si je peux continuer, parce que je trouve que c'est vraiment une question importante, oui. On entend aussi parfois de la part des journalistes, oui, mais bon, voilà, moi j'ai choisi la personne qui est la plus compétente, à quoi ça sert de mettre un noir ou une femme à la place d'un homme? En fait, ça sert à avoir d'autres narrations, d'autres points de vue dans la société, parce que ces personnes ne sont pas socialisées de la même manière, elles n'ont pas vécu la même histoire, et donc ça peut rendre le contenu plus qualitatif et plus intéressant pour tous les publics. D'où vient le problème à la base, en fait? Qui doit se remettre en question dans ce débat? Mais en fait, pour moi, le problème, je trouve que la question, elle est intéressante et elle est aussi le reflet en fait de la manière dont les médias fonctionnent. Le problème, il vient de celui qui a le micro ou de celle qui a le micro. Je veux dire, c'est elle qui a le pouvoir de donner ou non la parole. Donc, pour moi, l'endroit où on doit se remettre en question, c'est du côté des rédactions et c'est du côté des narrations, enfin de ceux qui décident. Et au niveau en tout cas des journalistes eux-mêmes, en fait, sur le manque de diversité parmi les journalistes dans les rédactions. En fait, il faut que ce soit évidemment pris en charge par le top management, comme on dit. Et puis, c'est une remise en question de ses propres pratiques, mais aussi de ses propres regards, parce que on parle très peu, en fait. On parle toujours des autres dans la question de la diversité, mais on parle jamais de soi, et ni de la question, en fait, des biais inconscients. Le fait qu'en fait, on passe notre vie à classer les gens, on passe notre vie à légitimer une parole, à donner des attributs aux femmes, aux hommes. Et nous, en tant que journalistes, on co-construit ces stéréotypes. On fait partie de ce modèle-là. Donc si on ne se remet pas en question dans la manière dont on regarde les choses, dont on regarde les hommes, les femmes, les personnes issues des minorités, eh bien, on ne changera pas. Si on n'est pas conscient du fait qu'on a des biais inconscients, eh bien, il n'y aura pas de changement. Avant, juste que je redonne la parole à Bérénice, si dans la salle vous avez des questions sur cette thématique, n'hésitez pas à nous solliciter, on essaiera de les poser. Bérénice, justement, au sein de Radio France, qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui pour essayer de changer ça? Est-ce que vous, par exemple, vous pointeriez du doigt les écoles du journalisme qu'on vient d'accueillir juste avant, pour leur dire, oui, on aimerait plus de diversité, mais dans le choix qui nous est donné à la sortie des écoles, on n'a pas trop le choix aussi. Est-ce que c'est ça qu'on pourrait aussi pointer du doigt? Alors d'abord, il y a une chose qu'on a retenue au cours de ces 10 dernières années, c'est que pointer du doigt, contraindre et sanctionner, ça ne fonctionne pas. La diversité, c'est l'affaire de tout le monde. Et c'est en démontrant que les différences font la richesse, la performance, la réussite, qu'on y arrive. Donc on ne pointe pas du doigt les écoles de journalisme. Je pense que les écoles de journalisme ont les mêmes difficultés que nous. Il faut veiller à diversifier nos sources de recrutement. C'est ce qu'on fait avec l'alternance, où effectivement on a depuis 2005 des contrats avec les écoles de journalisme pour diversifier nos sources de recrutement. Mais pour les écoles de journalisme aussi, je pense que vous en avez parlé dans le panel précédent, il y a une espèce d'autocensure d'un certain nombre de personnes qui considèrent que ces métiers ne sont pas faits pour eux, qui ne pourront jamais y accéder. C'est pour ça que
on travaille main dans la main avec les écoles de journalisme dès le plus jeune âge sur l'éducation aux médias, pour faire découvrir nos métiers, pour dire aux plus jeunes que tous nos métiers sont accessibles à tout le monde. On a des actions de parrainage, marrainage, avec des associations comme La Chance au concours, qui est une des prépas gratuites qui prépare au concours des écoles de journalisme, ou Osons l'égalité, qui s'adresse à l'insertion des jeunes en situation de handicap dans les métiers, dans tous les métiers. Et on a à cœur de montrer que tous nos métiers sont accessibles. Et c'est en diversifiant nos couloirs qu'on arrive aussi, sur nos antennes, à mieux représenter la société dans laquelle on vit. Alors, autre thématique au sein même de notre débat, c'est est-ce qu'un journaliste issu de la diversité, est-ce que ces journalistes sont cantonnés à des questions et sujets qui concernent, par exemple, leur ethnie, leur handicap ou encore leur sexe? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, tout à l'heure, ça a été un peu abordé dans le débat précédent, une personne concernée par sa diversité, ça veut dire une personne, par exemple, qui est noire, est-ce qu'elle doit être cantonnée à des sujets sur cette question-là? Une personne qui est handicapée doit être cantonnée à ces sujets-là. Est-ce que vous, par exemple, vous avez cette vision-là de la diversité? J'imagine que non, mais je vous ouvre la question, pour tout vous dire. Mais non, mais la preuve, parce que c'est souvent ce qu'on pense. Mais la démonstration par l'absurde, enfin, vous êtes journaliste. Oui. Vous parlez de diversité. Bien sûr. Mais voilà, donc donc je pense qu'en fait, de nouveau, on classifie les gens, on les essentialise. Moi, pour rentrer dans un discours un peu moins formel, quand j'ai commencé comme journaliste, j'étais passionnée par les questions de politique internationale et de politique tout court. Et je débarque dans le monde du journalisme alors que j'ai pas fait cette formation. Et on essaye de me cantonner à ce type de sujet. J'étais sciée, en fait. Donc c'est une réalité. Non, mais bon, c'était pas hier. Ça a existé, et donc voilà. Et donc quelque part, ça veut dire que on décide à votre place. Il y a une forme de paternalisme aussi. Donc il faut pas essentialiser les journalistes. Il faut leur demander ce qu'ils ont envie de faire et ce qui leur permet de s'épanouir. Et je pense que la notion aujourd'hui, moi ces questions m'intéressent, mais c'est un choix personnel. Personne ne m'a obligé à m'intéresser à ces questions. Non, bien sûr. Mais c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui dans les rédactions, les journalistes le sont entre guillemets cantonnés? C'est-à-dire que même, par exemple, aujourd'hui, un journaliste qui va être envoyé sur un terrain international de guerre va, par exemple, être favorisé s'il parle la langue dans l'endroit où il va être envoyé, par exemple. Ça, je veux dire, le fait de parler des langues étrangères, ça peut être l'apanage de beaucoup de monde. Donc, mais ça peut être un biais. En tout cas, ça l'a été à la BBC au début des années 2000. Et ça a été un problème parce que les journalistes qui étaient engagés pour faire ce type de sujet et qui étaient assignés à résidence, qui étaient renvoyés à une identité parcellaire, eh bien, ont quitté en fait ces rédactions. Donc, c'est absolument pas la voie qu'il faut suivre. Ce qu'il faut suivre, c'est développer la notion de diversité inclusive. Et permettre à tout le monde d'être dans cette inclusion sans renvoyer systématiquement ce qui vous semble être une différence. Tout est dans les apparences, le jugement et le stéréotype. Bérénice. De manière plus générale, il y a eu une tendance il y a quelques années à ghettoiser ces sujets. On faisait une émission sur le sport féminin, une émission sur les femmes, une émission sur les quartiers. C'était une façon de déresponsabiliser tout le monde et de dire bah voilà, le sujet est traité le samedi entre 14h et 14h30, donc le reste du temps c'est pas la peine de vous en soucier. C'est fait, le job est fait par quelqu'un et on est revenu en arrière parce qu'on s'est rendu compte que justement pour que la diversité, la promotion de la diversité, la lutte contre les discriminations, le fait qu'on arrête de véhiculer des préjugés, des stéréotypes sur nos antennes, ça devait pas être que l'apanage d'une poignée de personnes, mais bien l'affaire de tous. Alors, à un moment donné, quand je discutais avec vous des sujets qu'on pourrait aborder aujourd'hui, il y a un sujet que vous, Safia, vous m'avez dit, ça je la trouve trop ouverte cette question, c'est sur la question de la discrimination positive. Je tiens quand même à en parler parce que c'est quelque chose qui revient aussi dans les débats par rapport à la diversité dans les médias. Cette question de dire, alors oui, on va recruter des personnes qui sont issues de la diversité. Alors encore une fois, comme on l'a redéfini tout à l'heure, la diversité est vue de façon large, pas seulement ethnique, mais également, par exemple, si quelqu'un a un handicap.
Est-ce que lorsqu'on recrute quelqu'un qu'on va mettre, on va dire, dans cette case de la diversité, est-ce qu'il n'y a pas le risque et est-ce qu'il ne faut pas faire attention à ne pas tomber dans la discrimination positive? Donc, pour rappeler, la discrimination positive, c'est-à-dire qu'on recruterait quelqu'un pour justement le fait qu'il soit handicapé, que ce soit une femme. Alors, pourquoi cette question ne vous plaisait pas trop, Safia? Non, et moi, c'est pas qu'elle me plaisait ou qu'elle me plaisait pas, c'est qu'elle était fermée. Comme si le fait que la discrimination positive, c'était quelque chose d'horrible et d'inconcevable, en fait. Et parce que moi, je regarde la question à l'envers, c'est-à-dire que est-ce que tous les journalistes qui sont en place sont des Rolls-Royce du journalisme? Est-ce qu'ils sont tous super bons ou est-ce qu'ils ont bénéficié de réseaux? Est-ce qu'ils ont bénéficié de privilèges dont ils ne sont pas spécialement conscients? Et donc, quand on parle de diversité, c'est un peu triste, hein, mais il y a quand même des termes qui sont liés. C'est la discrimination, le racisme, l'exclusion. Ce sont aussi des choses qui existent. Et donc, le fait de permettre à quelqu'un d'avoir un marchepied pour pouvoir se développer parce que le parcours a été plus compliqué, je ne vois pas du tout en quoi ça peut être infamant ou problématique, en fait. Alors, quelqu'un semble totalement acquiescer ce que vous venez de dire dans la salle. Bérénice, peut-être un mot là-dessus. Non, mais je souscris complètement à ce que vient de dire Safia. Je vois pas. J'aime pas ce terme de discrimination positive non plus. Là encore. De manière générale, on essaye de montrer à nos collaborateurs, que ce soit des personnels techniques, administratifs ou des personnels d'antenne, tout ce qu'ils ont à gagner à vivre dans la diversité et à exercer leur métier avec des personnes différentes qui enrichissent le collectif. Safia. Et moi, je rajouterais encore un autre élément qui est la question justement de la compétence et la question du talent. Et les psychologues sociaux l'expliquent très bien. C'est une construction sociale, en fait, le talent. Et donc, à partir du moment où on déconstruit ce qui sont en fait des critères qui correspondent à une certaine norme, au final, c'est aussi une manière de faire rentrer la diversité. Parce que le regard des recruteurs, le regard des personnes qui recrutent, eh bien, comme je l'ai dit au début, c'est créditer des gens qui vous ressemblent. Et c'est pas pour ça qu'ils sont meilleurs. Voilà, les stéréotypes sont descriptifs, mais ils sont aussi prescriptifs. Donc l'un des enjeux, si je résume bien vos propos, c'est d'essayer de combattre un petit peu les idées reçues et les stéréotypes qu'on peut avoir. On a tous. On en a tous et dans tous les domaines, bien sûr. Merci Bérénice Ravage, directrice de FIP et présidente du comité de diversité et de citoyenneté à Radio France. Merci Safia Kessas, responsable diversité et égalité à la RTBF, d'avoir participé à ce débat. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Antoine.